Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Allô Radio Imo sur Radio Imo. Comme chaque semaine, je suis accompagnée par deux experts qui nous font part de leur expertise, qui répondent à vos questions. Je vous rappelle qu'on est sur tous les réseaux Radio Imo, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez plus, suivez-nous. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Vignal. Bonjour. Salut Bérénice. Président de Mastéos, et je suis avec Jérôme Révy. Bonjour. Bonjour Bérénice. Venture partner chez NCI, spécialiste également de la PropTech. On va en parler justement, on parlera du Rent aussi, investisseur dans la PropTech et donc organisateur du Rent dont on va parler depuis 2018 avec une spécialité évidemment start-up, on l'a compris. Alors on va parler des néo-acteurs, on va parler de Mastéos aussi. On va commencer par ça justement, petite présentation de Mastéos, qu'on connaît ici sur Radio Imo pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est Mastéos ? Pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier locatif, donc acheter pour louer, on les aide. On trouve le bien, on rénove le bien, on le meuble, on met des locataires dedans et on assure la gestion locative. Tout ça à travers un smartphone. Tout est digitalisé, voilà. Et on a créé la boîte il y a 3 ans et aujourd'hui on est un peu plus de 400 salariés dans 20 villes, 3 pays et on fait 200 ventes par mois. Donc l'investissement clé en main, c'est ce que vous promettez en tout cas. Quel pays ? France ? Belgique, Espagne. D'accord, les pays européens pour l'instant. Ouais. Alors justement Jérôme, petite précision, les néo-acteurs, qu'est-ce que c'est ? Alors ça ne s'arrête pas que à Mastéos, qu'est-ce que c'est exactement en fait les néo-acteurs ? Ce qu'on appelle un néo-acteur, un nouvel acteur, pour parler français, c'est un acteur qui va opérer sur un marché traditionnel, mais pas du tout de la même façon. Donc il y a quelques innovations. Marché, en fait. Non, il vient pas le disrupter. Alors, en fait, j'aime pas ce mot disruption parce qu'il n'y a pas vraiment de disruption qui existe sur le marché immobilier en France en tout cas. La véritable disruption aurait été de se priver de l'intermédiation d'un professionnel de l'immobilier. Et ça en France, il y en a qui ont essayé, comme on dit, mais ça n'a jamais fonctionné. Les investisseurs se sont cassés les dents à vouloir désintermédier le métier. Il est très profondément ancré pour plein de raisons et on pourra y revenir après, notamment dans la transaction et dans le métier du syndic. La gestion locative, c'est un peu différent parce que c'est déjà moins intermédié. Mais donc voilà. Donc sur ces marchés traditionnels-là, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus au départ effectivement pour vouloir disrupter en quelque sorte ce métier, ce secteur, et finalement, la disruption n'a pas eu lieu et on a assisté plutôt à une digitalisation du secteur, c'est-à-dire que le néo-acteur, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde dans la chaîne de production d'un acteur traditionnel qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et en particulier, on s'est rendu compte que c'est l'expérience utilisateur, l'expérience client qui était plutôt insatisfaisante. Et en travaillant sur ce qu'on appelle un pain point, un point de souffrance, eh bien, le néo-acteur a pris ce point-là et a créé une néo-agence immobilière pour faire de la transaction, un néo-syndic ou un néo-investisseur locatif, comme c'est le cas chez notre ami, et sans vraiment opérer une disruption, mais vraiment en modifiant un petit peu la façon de travailler du professionnel. Donc, elle s'exprime de plusieurs façons, d'ailleurs. C'est soit on a changé le modèle économique. Par exemple, vous prenez Liberkeys, Propriu, ces néo-acteurs-là, se sont lancés sur le marché à la suite d'un néo-acteur anglais qui s'appelle Purple Brick. Mais ça, c'était le premier. C'est le premier, effectivement, en Angleterre, qui est arrivé sur le marché avec une promesse de ne pas vendre à la commission, mais avec un prix fixe. Un prix fixe. Oui. Et c'est le cas des néo-acteurs aujourd'hui, mais on verra tout à l'heure, peut-être on en parlera, ils se sont rendus compte que c'était finalement pas si simple que ça, parce que entre ce que l'on dépense pour aller chercher le mandat et pour le sortir, et puis ce que l'on rentre, eh bien, l'équation ne s'est pas avérée très positive. Thierry, est-ce que vous vous reconnaissez pour vous dans cette définition ? Est-ce que pour vous ça vous va ? Est-ce que Oui. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas envoyé une fusée sur la Lune et donc disruption c'est un peu fort. Alors nous on a une équipe tech de 40 personnes donc il y a quand même un effort tech. Ouais.
Mais ne serait-ce que réinventer l'expérience de l'utilisateur, ça paraît peu et c'est énorme. De pouvoir acheter de la pierre avec un iPhone, c'est déjà pas mal, quoi. Donc effectivement, le process reste le même. On essaye de le fluidifier, on essaye d'avoir un pricing un peu intéressant, on essaye de processer tout ça. Mais la fluidification, c'est déjà une forme d'innovation intéressante. On n'est pas encore dans le métaverse. Ouais. Qui sont les personnes qui viennent vous voir, qui font appel à Mastéos, justement? Quels sont les profils de ces personnes? Est-ce que c'est des personnes qui ont été déçues par l'immobilier traditionnel, entre guillemets, par les agences traditionnelles? C'est des gens qui ont peur, parce que dans notre secteur, l'immobilier locatif, il y a toujours 15 intervenants, il faut maîtriser le bancaire, le notarial, l'urbanistique, le juridique, les travaux, la gestion. En fait, ça demande tellement d'expertise, tellement de temps, hein, c'est 250 heures de boulot. Parfois, ça se fait à l'autre bout de la France quand on veut investir à Marseille et qu'on vit à Paris. Donc ils se disent j'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances et voilà, et ils viennent nous voir pour qu'on les aide un peu. Donc c'est souvent des primo-investisseurs qui ont besoin d'être assurés de simplicité et de connaissances. Et vous jouez sur le fait que les Français adorent la pierre, sont très attachés à la pierre, hein, c'est une valeur refuge, peut-être aussi en Belgique et en Espagne. En Belgique, on dit qu'ils ont une brique dans le ventre. C'est vrai. Una ladrilla en el ventro en Espagne. Je crois que c'est commun à tous les néo-acteurs d'attirer spécifiquement une catégorie de personnes jeunes. Pourquoi ? Moi, je l'explique très bien, c'est que le mouvement de digitalisation, il a commencé avec l'arrivée du smartphone dans la poche de l'utilisateur, puisque tous les modèles économiques qu'on a vu arriver sur l'Internet dans les années 2000, pour les plus vieux d'entre nous, on les a vus arriver sur le téléphone mobile, et c'est l'expérience utilisateur qui a changé tout. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher les annonces papier comme on le faisait dans une boîte aux lettres, maintenant on consulte son téléphone et on a des alertes. Et donc c'est l'arrivée du smartphone qui a lancé cette vague de digitalisation, de modification profonde du comportement de l'utilisateur dans un acte d'achat. Et je crois que c'est à cela que vous essayez de répondre, plutôt avec succès je pense. Et c'est à cela que les néo-acteurs ont essayé de répondre simplifier également. La vie en fait, de l'utilisateur en un clic. On a un investissement clé en main. Un peu plus qu'un clic. Un peu plus qu'un clic, j'exagère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gain de temps, donc d'argent, en quelque sorte. Pour l'utilisateur. Le temps, c'est de l'argent, effectivement. C'est 250 heures d'économiser. Donc, les gens ont autre chose à faire que faire des allers-retours Paris-Bordeaux pour aller suivre un chantier ou de faire des visites sur 10 appartes avec 10 agents immobiliers différents autour du Vieux-Port. Non, là, c'est un smartphone, de la visite 3D, un suivi en temps réel du deal. Voilà. Et c'est ça pour tous ces néo-acteurs. Ils essayent de proposer une fluidification de l'expérience. C'est ça. Toutes les nouvelles technologies qui sont apparues dans les 10 dernières années ont servi à ça. Alors, ces néo-acteurs, justement, on en a vu fleurir plein parce que la politique monétaire accommodante voulait aussi. On était dans une ère propice à toutes ces jeunes pousses qu'on a vues partout. Ça a changé. Les temps sont durs maintenant, l'inflation, la crise internationale, crise énergétique, voilà, on ne parle que de ça dans les médias, et bien forcément il y a de la casse, ça commence. Est-ce que, alors déjà peut-être un petit point pour Mastéos, est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce qu'il y a de la casse chez vous? Alors à l'échelle de la boîte, nous on a levé il y a très peu de temps, donc on a eu la chance d'avoir un bon timing, on a levé 40 millions cet été, donc juste avant que ça se... Ouais, exactement. Donc nous ça va, c'est moins fortuné pour d'autres acteurs du milieu, et au niveau de nos clients, on a un peu de casse bancaire. Comme on fait du volume, on s'en sort néanmoins, mais il y a plus de casse bancaire qu'avant. Donc c'est les prêts refusés, j'imagine. Oui, des prêts refusés, absolument. Primo-accédants, du coup, vous l'avez dit, donc des jeunes. Nous, on travaille avec une clientèle qui a 34 ans en moyenne, des gens qui sont plutôt locataires, et c'est vrai que, surtout en fin d'année, les banques vont pas prioriser les dossiers d'investissement locatif. Donc, on a un peu de casse, mais étonnamment, il y a quand même une très belle résistance. D'accord. Pour l'instant, en tout cas. Oui, c'est vrai. Alors, il y a ces conditions d'accès au crédit qui se resserrent. Il y a l'augmentation, les taux qui sont augmentés. Et il y a aussi les taux des banques centrales qui remontent. Donc, forcément, il y a moins de liquidités en circulation. Donc, les fonds prêtent moins. Est-ce que c'est ce qui explique justement que ce soit de plus en plus difficile pour ces néo-acteurs ? Alors, menace ou opportunité, l'histoire le dira, parce que dans les temps de crise, c'est là où on voit apparaître aussi des acteurs qui sont vraiment essentiels, et on parlera peut-être de la rénovation énergétique et de l'impact du climat sur l'immobilier.
Ça, c'est une opportunité pour les startups. C'est d'ailleurs pour ça que la PropTech va être drivée par ces sujets-là. Mais pour revenir à votre question, et effectivement, les investisseurs resserrent leurs investissements, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent à investir, ils ont de l'argent à investir, de l'argent sur les marchés, il y en a. Mais moins. Moins qu'avant. On ne peut pas dire qu'il y en a moins parce que les fonds qui investissent ont levé l'argent déjà il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Donc l'argent, elle est dans les fonds et ces fonds doivent dépenser cet argent pour... Oui, mais ils demandent quand même plus de rentabilité maintenant. Par contre, voilà, et effectivement, c'est là où on veut en venir, c'est qu'on sera très vigilant sur la nature des projets et notamment sur les valorisations excessives qu'on a rencontrées dans les dernières années chez des startups qui répondaient en fait simplement à un pain point dans une grande chaîne de valeur sur une valorisation excessive quand on la compare à un acteur traditionnel. Aujourd'hui, on va éviter de mettre trop d'argent sur ces projets-là pour investir dans des projets qui ont une traction qui est vraiment avérée avec un projet, un produit qui a vraiment trouvé ce qu'on appelle son product market fit et donc tous ces petits projets un petit peu cosmétiques sur le marché qui étaient très bien par ailleurs, qui répondaient qu'à une petite partie de la problématique. Je pense que ces projets-là vont s'arrêter et donc on va rencontrer la situation, c'est que soit ces startups vont trouver un industriel pour les racheter parce qu'elles ont une valeur ajoutée à apporter à ces c'est souvent évident. Ce qui se passe d'ailleurs. C'est souvent ce qui se passe. Soit le problème, c'est que les investisseurs ne s'y retrouveront pas forcément parce qu'ils ont souvent investi à des valorisations assez élevées et les valorisations réalisées par les industriels sont quand même moindres. Donc, soit on va à la casse, soit la start-up sera rachetée par un industriel, mais dans tous les cas, probablement l'investisseur ne retrouvera pas ses billets. Thierry, on vous a proposé de vous racheter ? Oui, plusieurs gens du milieu. Des corporates, mais on n'en est pas là. En fait, c'est une option qui se prend à partir du moment où on a plus de runway. Ce qu'on appelle du runway, c'est du cash, tout simplement. Et quand on arrive en bout de course, là, on commence à faire appel à se poser la question déjà et puis à regarder. Ouais. Mais les fonds sont quand même là. C'est pas totalement mort. Effectivement, leurs caisses sont pleines parce qu'ils ont levé eux-mêmes pendant la période fast. Oui, les marchés equity sont assez élevés, donc je pense que c'est pas la fin du monde. Les marchés ont tendance à surréagir à des phases négatives, et là, je pense que c'est ce qui se passe, parce qu'on voit quand même de beaux projets se faire financer en ce moment. Et puis, je peux rajouter qu'on est sur des cycles qui sont assez courts. Si vous regardez ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier dans les années 2009, par exemple, au moment de la crise, en réalité, le retournement de marché a mis que 3 ans. Et à l'échelle d'un fonds qui a une échelle d'investissement de 10 ans, on est capable d'attendre. Donc, les fonds pourront être injectés dans les startups juste un peu plus tard. Un peu plus tard, il y a un délai. Et donc, il va y avoir un écrémage dans les 3 ans qui viennent. En fait, ce qui se passe, nous, au côté fondateur, c'est qu'on nous met plus la pression sur la bottom line, c'est-à-dire les profits, que sur la croissance. Il y a toujours un arbitrage entre vitesse de croissance et profitabilité. Et là, le mindset, il est passé du côté de la profitabilité. Donc, il fallait réajuster en fait. Voilà, tous les fonds qui nous disaient il faut faire du x3, x4 chaque année, aujourd'hui ils nous disent oubliez la croissance, soyez rentable le plus vite possible. Voilà. C'est ce qui demande en premier en investissement. Et ça a changé très brutalement depuis l'été. Oui, c'est ça, depuis cet été. Justement, alors là, vous avez un discours plutôt positif. 2023 pour vous, ça s'annonce comme ça dans cette lignée ? Du point de vue déjà des investisseurs, de vos clients. Non, je pense que ça sera une moins bonne année que l'année 2020 dernière. Et 2021, forcément. 2021, 2022, ce sont des années records. En tout cas, sur l'IMO en général, on a fait plus d'1 million de transactions chaque année. Sur le locatif, on était à entre 250 et 300. Je pense il y aura moins de locatifs l'année prochaine. Alors pour Mastéos, on pense quand même prendre des parts de marché néanmoins parce qu'on peut toujours croître dans un marché qui se contracte. Et à l'échelle plus macro, je pense que les Français sont dans une situation privilégiée comparée à leurs voisins. Alors, en Belgique, on emprunte à 4%. En France, on emprunte encore en dessous de 3%.
Les taux sont encore en dessous de 3. Là, ça va pas tarder à Ouais, non, mais disons, remonté, même si on est à 3 en Belgique, on est plutôt à 4,5. Au UK, on est à 6. Aux États-Unis, on est à 7. Donc, on reste quand même avec les taux les plus bas du monde, avec les taux d'apport les plus bas d'Europe. C'est quoi, c'est 20% d'apport Ouais, même. Enfin, nous, notre client moyen met 10%. La moyenne en France. C'est possible à 10% Ouais, oui, 10%, c'est possible. La moyenne en France, elle est à 15%. Dans nos pays voisins, nous, on a des bureaux en Espagne, ils sont à 25-30%. D'accord. Donc on est plutôt on est super bien, privilégié, et surtout quand on voit les niveaux d'inflation, on est à 10% en Europe, on est à 7% en France et on emprunte à 3%. Moi, je prête pas mon argent à 3% quand il y a 7-10 d'inflation. Je sais qu'on va me rendre moins que ce que je vais perdre en valeur d'achat, en pouvoir d'achat. Donc on emprunte à des taux réels négatifs. Surtout sur l'immobilier locatif où on a un loyer qui est indexé à la hausse sur l'inflation via l'indice de revalorisation des loyers et indexé à la baisse sur la dette, puisque la dette, elle se fait déflater par l'inflation. En fait, je gagne sur les deux côtés. L'inflation fait baisser la valeur de ce que je dois au banquier et fait augmenter la valeur de mon loyer. Donc j'emprunte à des taux réels négatifs et je suis dans la meilleure situation d'Europe en termes de taux et en termes d'apport. Attendre coûte cher. Chaque mois que j'attends, c'est plus 0,1%. Donc, en gros, plus 3 000 € de coût du crédit chaque mois, plus les loyers que j'encaisse pas. Donc, même ceux qui pensent que le marché va corriger, il faudrait qu'ils corrigent plus que ce que je perds en hausse du crédit et en loyer non touché. Donc, il faut se bouger, il faut y aller maintenant. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment. S'agissant de l'investissement dans les startups, pour reprendre votre question, les années précédentes ont été très fastes. J'ai des chiffres ici d'une étude sortie par Klein Blue à laquelle j'ai contribué, qui va sortir là, qui précise que l'année dernière, les PropTech ont levé 749 millions d'euros en France. D'accord. Et qu'à septembre 2022, on avait levé autant. Donc il reste le dernier trimestre qui sera sans doute pas le meilleur. Non. Donc à mon avis, je pense qu'on sera dans les 800 millions d'euros levés par les startups de la PropTech sur l'année 2022. Ce qui est une très très forte augmentation par rapport à 2020 où on avait levé 282 millions. Bon, c'était une année spécifique, hein, mais oui, avec voilà. Le confinement. Et pour autant, il n'y a pas eu beaucoup de disparitions de startups en 2020. Mais c'est un autre sujet. Et l'année 2023, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on fera au moins aussi bien. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que aussi bien que 2022. Je pense. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quand même des très forts enjeux sur l'immobilier, sur la construction, il y a la productivité, il y a toute l'histoire il faut valoriser les déchets, il faut décarboner les constructions. Aujourd'hui, il y a des drivers réglementaires auxquels on ne peut pas se défiler. Il y a la rénovation énergétique qui va arriver. Donc, il y a des startups sur ces sujets-là qui vont se positionner, qui auront besoin de financement et elles vont trouver des financements, j'en suis convaincu là-dessus. C'est simplement qu'on va trier, c'est tout. Mais malgré le fait en récession par récession, on ne sait pas. Oui, pas en France normalement. Jérôme Powell lui-même ne sait pas. Non, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux dire, c'est que les montants investis dans la PropTech sont bien inférieurs à ce qui est investi dans les pays étrangers, anglo-saxons en particulier, États-Unis, n'en parlons pas, etc. Alors que la France est un très très gros marché sur le plan de l'immobilier. Donc, on était déjà en retard par rapport à nos confrères étrangers. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire une année peut-être similaire, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais sur des projets, oui, enfin bonne ou... Mais en tout cas, la mauvaise nouvelle pour certaines startups, c'est qu'on va investir seulement sur des projets qui sont d'actualité. En particulier, on parlera de la rénovation énergétique. Dont on a besoin, en tout cas. Dont on a besoin. Et justement, alors la rénovation énergétique, ça vous touche forcément, Thierry, puisqu'on parle beaucoup des passoires thermiques, des logements les plus mal notés, G notamment. Qu'en est-il justement ? Est-ce que vous voyez un changement par rapport à ça, par rapport au nouveau DPE ? Est-ce qu'il y a un changement dans votre activité à cause de cette rénovation énergétique et puis de ce calendrier qui a été mis en place par la loi Climat et Résilience ? Ouais, alors c'est plus qu'un changement, c'est un tremblement de terre et ça concerne mon industrie en première ligne parce que on parle d'interdiction de location. Pour les propriétaires bailleurs. Absolument, parce que ça peut être pris de plusieurs angles. Il y a la personne en résidence principale qui veut payer un peu moins sur ses factures ou qui est un peu écolo. C'est intéressant, mais moi, mes clients sont des gens, c'est une question de vie ou de mort. Ils pourront plus louer, ils pourront plus rembourser, ils vont finir en interdit bancaire. C'est des vrais enjeux de vie ou de mort, quasiment, d'un point de vue financier. Et donc, là, il y a une précipitation. Donc, côté investisseur,
soit les passoires thermiques sont évitées à tout prix, c'est des épouvantails, soit elles sont recherchées en priorité justement parce que le prix est discounté et il y a des affaires à faire. En fait, il y a vraiment des affaires à faire ou pas ? Pour l'instant, ça se reflète pas assez et je suis en train de faire une étude, un sondage dessus parce que je pense que ça n'a pas encore pénétré la conscience des Français. Les gens ne sont pas encore au courant de la gravité de la situation. C'est-à-dire que dans 2 ans, on ne peut plus louer un bien sur 4, quoi. Et donc... Attention, je voulais rebondir, il y a des affaires à faire, mais il faut faire des travaux, et c'est des gros travaux de rénovation, et on sait qu'il y a un problème sur les matériaux. Il y a un problème d'approvisionnement, il y a un problème de prix aussi, avec le Covid, et puis la guerre en Ukraine, donc il y a des chantiers qui n'arrivent pas à se terminer. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une passoire thermique, même si elle est bradée, si on n'est pas sûr de pouvoir... Déjà, elle n'est pas bradée actuellement. En moyenne, on a 10-15% de discount par rapport à un bien qui n'est pas passoire thermique, mais c'est pas suffisant parce qu'un chantier de rénovation énergétique ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le croit. Bien sûr. Parce que par exemple, une isolation intérieure qui est vraiment la pierre angulaire d'un projet de rénovation énergétique, ça consiste à mettre un peu de laine de verre sur le mur pour l'épaissir. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on rajoute sur le mur. Donc, il faut sortir les prises électriques, le radiateur, la tuyauterie du radiateur, la peinture, le placo. En fait, on touche tous les corps de métier d'un coup. Et notre petite laine de verre à 100 € du mètre carré, en fait, ça se transforme en rénovation à 1000 € du mètre. Et c'est pas du tout ce qui avait été pensé par les aides MaPrimeRénov' et tout. Donc, en fait, on est hyper short sur les aides parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne veuille le croire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. C'est un peu l'Eldorado parce qu'on se dit on va faire des bonnes affaires, mais il n'y a pas des discounts suffisants et 2, ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Donc pour l'instant, à éviter à tout prix. Et nous, on essaye de les éviter, ces passoires thermiques. Et quand on se retrouve confronté à une passoire thermique, on va modéliser financièrement le plus finement possible. Et pour rejoindre ce qui était dit sur le manque de ressources, les matériaux sont en pénurie. Leurs prix ont explosé, mais c'est surtout les ouvriers. Et la main-d'œuvre aussi. La main-d'œuvre. Qui manque. Mais non seulement elle manque à l'échelle du BTP, mais sur la rénovation énergétique, si on veut percevoir des aides, il faut que l'entreprise BTP ait le label RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est que 10% des entreprises travaux. Et ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, ça coûte tellement plus cher que parfois c'est plus cher que ce qu'on récupère en aide. Donc si j'ai 20% d'aide et que mon entreprise RGE elle est 20% plus chère, finalement j'ai presque intérêt à passer pour mon entreprise habituelle. Et c'est ce que beaucoup de professionnels nous disent ici. En fait, c'est pas forcément rentable de faire appel à MaPrimeRénov', en tout cas de demander MaPrimeRénov'. Vous vouliez rebondir, Jérôme, sur ce qui a été dit ? Oui, simplement pour dire que, à mon avis, cette crise est aussi une opportunité pour un certain nombre de startups qui vont se positionner sur le thème du pouvoir d'achat. Notamment, j'ai vu, il suffit de regarder le trophée du concours Orpi et celui du SNPI pour voir les finalistes. Vous voyez parmi les finalistes des gens qui font de l'accession à la propriété progressive, du leasing de l'immobilier, par exemple. C'est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire, on n'a pas la capacité à acheter un logement, mais on peut le louer. Moi, j'ai un peu des doutes sur le business model de ce genre de... Non, mais on peut en parler dessus, mais en tout cas, c'est séduisant sur le papier. Il y a une solution aussi, donc ça s'appelle, c'est Estia, et puis il y a une solution qui s'appelle Déposen pour les dépôts de garantie, parce que sortir de l'argent pour payer un dépôt de garantie, ça coûte cher, donc il y a une solution assurantielle pour ça. Et le troisième, c'est Piloc, qui est une solution qui permet aux administrateurs de biens de récupérer plus rapidement l'argent. Donc on voit bien que les sujets du pouvoir d'achat, elles drivent un petit peu les nouvelles vagues. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans la rénovation énergétique, il y a des startups qui se positionnent là-dessus, notamment chez les bailleurs sociaux qui sont des grands propriétaires. Ceux-là, bon, c'est un vrai casse-tête pour eux, mais il y a des solutions. Vous regardez Elax Énergie, par exemple, c'est une startup qui permet de commander tous les... ce qui permet de produire l'eau chaude et de le commander à distance pour les éteindre, pour optimiser, etc. On a des solutions d'optimisation des consommations énergétiques, de rénovation des chaudières. Il y a tout un tas de solutions qui vont apparaître. Le problème du secteur de la rénovation énergétique, c'est un marché gigantesque. En termes de market sizing, c'est 11 millions de biens
qui sont EFG, donc interdits à la location dans les années à venir, et 25 000 euros de chantier moyen pour sortir du statut EFG. Donc ça fait 11 millions fois 25 000. Pour les médailles Fields parmi nous, ça fait un marché à environ 250 milliards. Et donc, les entrepreneurs que nous sommes, voyant la taille du gâteau, tout le monde s'excite. Il y a une énorme précipitation en disant « Oh là là, c'est l'Eldorado ». Le problème, c'est qu'on fait quoi avec ça ? Parce que les chantiers, il faut les faire. Mais avec quelles ressources ? Parce que les entrepreneurs ne sont pas des ouvriers du bâtiment. Il faut les recruter, les ouvriers, mais il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, on peut faire du courtage en aide d'État, mais il y a déjà plein de propositions sur ce sujet. En fait, la clé, pour moi, elle est dans la formation des ouvriers à la rénovation énergétique. J'ai vu qu'un seul projet pour le moment qui s'appelle La Solive. Non, il y en a un autre. Taloche ou... Non, j'ai reçu d'ailleurs le fondateur. J'ai plus le nom, mais. Okay. C'est ce genre de projet qu'il faut mettre en avant parce que le goulet d'étranglement, il est sur la formation d'artisans qualifiés à la rénovation énergitique. Mais est-ce qu'on aura le temps ? Parce que on n'aura pas le temps. Le calendrier, c'est tout de suite. Le problème, c'est que l'État se décrédibilise en reportant les dates au fur et à mesure, ce qui enlève la crédibilité aux dates butoirs, ce qui fait que les Français prennent pas le truc au sérieux et ce qui fait qu'on n'a pas les discounts qu'on voudrait puisque la chose n'est pas prise au sérieux. Sur l'audit énergétique, ça a été reporté 2 fois quand même parce qu'ils ont bien vu qu'il n'y avait pas les ressources en face. Mais la clé, elle est dans la formation des artisans. Il y a un autre sujet dont on va parler, c'est celui de l'autoconsommation. Parce que l'énergie coûte assez cher. Et il y a plein de solutions qui permettent d'autoconsommer. Je recevais hier une start-up qui fait des modules qui permettent d'installer... Non, pas du tout. Qui s'installe sur les façades d'immeubles pour récupérer l'énergie éolienne, la transformer en énergie électrique, qui s'appelle Wind My Roof, je crois, quelque chose comme ça, avec aussi des panneaux solaires. Donc, c'est des solutions qui permettent d'économiser entre 10 et 20% de la facture globale chez un bailleur social, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ces solutions d'autoconsommation, on va encore en parler. Vous faites appel à des acteurs comme ça pour essayer d'éduquer vos investisseurs, enfin vos clients à la consommation énergétique ou pas du tout ? Ou ça vous intéresse, vous y pensez ou... Nous, on fait une 40aine de chantiers de rénovation énergétique tous les mois parce qu'on est obligé. En fait, on s'occupe de la rénovation chez Mastéos. C'est notre cœur de métier, c'est de rénover des appartements et les rendre clés en main, dont la rénovation énergétique. Maintenant. On va avoir le label RGE dans quelques semaines. D'accord. Donc la rénovation énergétique, nous, c'est vraiment essentiel et ça fait partie constituante de ce qu'on fait. Après, c'est vrai qu'on est un écosystème assez intégré en France, la PropTech. Et donc, toutes ces startups, tous ces néo-acteurs se connaissent font tous appel les uns avec les autres, ont tous mis des investissements. Dans les actionnaires Mastéos, on a Luco, Meilleurs Agents, Uncle. Il y a vraiment plein de croisements capitalistiques et tout le monde se connaît. Et nous, on fait appel à Luco pour les assurances, à Itac pour les audits énergétiques, à Flatsy et Check and Visit pour les visites. Voilà, c'est un écosystème qui est hyper intégré. C'est ça que je veux dire. Et c'est très beau parce qu'on se valorise et je pense que c'est la relève sur les acteurs traditionnels. Et justement, en parlant de cet écosystème, on va terminer en parlant de l'événement incontournable de la semaine prochaine, mardi et mercredi à la porte de Versailles. Il s'agit du Rent, dont vous êtes organisateur, Jérôme. Oui. Un petit mot sur ce salon qui va regrouper tous les acteurs professionnels de l'immobilier autour de la PropTech. Effectivement, ce salon existe depuis 2013, comme chacun le sait. Et je me souviens, quand on a commencé en 2013, on était dans un petit espace, on avait, je sais pas, peut-être une 40aine d'exposants. Il y a 410 exposants, je crois, cette année. 120 startups, c'est ça ? Et sur le village startup, oui, j'ai au moins 120 startups, plus celles qui n'ont pas pu arriver, elles voulaient prendre un stand, mais c'était trop tard. Donc, on a mis sur des stands ailleurs ou qui n'ont pas pu venir. Oui, c'est ce que disait Stéphane Scarella. Exactement, qui n'ont pas pu venir, donc on leur donne des passes pour qu'ils viennent. Donc ça, c'est très encourageant de voir qu'il y a autant d'innovation chez une population qui a saisi le problème du digital et de l'immobilier en France. Thierry, vous y serez évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Ça rejoint ce que je disais sur l'écosystème, c'est se voir, se croiser, c'est évaluer là où on en est, partager nos doutes, nos craintes ou alors nos optimismes. C'est faire vivre cet écosystème. Et il y a peu de moments dans l'année où on se retrouve, cette communauté solidaire des fondateurs de la PropTech. Donc pour nous, c'est un événement œcuménique où on se retrouve et on
on s'inspire les uns les autres. C'est vrai que l'année dernière, 2021, comme on n'avait pas pu tenir d'édition 2020, il y avait une certaine euphorie dans les allées du salon où les gens étaient tellement contents de se retrouver que ça avait été une édition exceptionnelle. Et là, je crois que ce sera aussi une très belle édition. J'ai regardé tout à l'heure les chiffres du nombre de visiteurs qui se sont inscrits. C'est 12 000, c'est ça ? Oui, ça c'est l'objectif, 12 000. Ouais. Mais déjà aujourd'hui, on a plus que ce qu'on avait l'année dernière à la même heure. Donc juste hier, je crois qu'on a engrangé 800 nouveaux inscrits visiteurs. Donc il y a une maturité aussi chez les professionnels de l'immobilier. Maintenant, tout le monde sait que le salon Rent existe et tout le monde va venir y rencontrer ses confrères et ses fournisseurs. En tout cas, c'est l'événement dont tout le monde parle en ce moment. Nous qui recevons un peu tous les acteurs de l'immobilier sur notre plateau, c'est vrai que tout le monde nous en parle et on sera d'ailleurs média partenaire du Rent. Eh bien, merci infiniment Thierry Vignal d'être venu sur ce plateau. Merci Jérôme Révy. Merci Bérénice. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.